Ah, ok, tous les panélistes, voilà, qui peut partager tous les panélistes. Voilà. Alors, partager. Où est-ce qu'on partage? C'est sûr que je peux partager mon écran? Oui, je viens de changer. J'ai mis option partage avancé qui peut partager tous les panélistes. Ouais. Je vois mon écran. Oui, très bien, je le vois parfaitement. Super, il est 9h30. Donc, on lance le deuxième webinaire de la round 2 de Ins and Out Ecosystem Building. On est très heureux aujourd'hui de recevoir Sofiane Ahmad qui était parmi nous, parmi les gourous qu'on a invités pour la première round. Il nous a fait cet honneur. Il a partagé son expérience, sa longue et riche expérience en tant qu'entrepreneur, investisseur, mais aussi en tant que directeur général d'une structure d'accompagnement de renommée, donc The Camp. Aujourd'hui, Sofiane, il avance, il fait son trajet, il cumule encore plus d'expérience, et notamment une expérience qui est vraiment géniale. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'espère on pourra y consacrer un peu de temps pour partager avec nous ce que vous réalisez, ce que vous faites avec les réfugiés. Aujourd'hui, le thème, donc pour Ins and Out Ecosystem Building, notre but, c'est vraiment le partage d'expériences, le partage des best practices entre professionnels du monde de l'accompagnement. Vous qui donnez de votre temps, de votre énergie vous qui encadrez pour aider ces startups à avancer dans leur aventure entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, le sujet, et que je trouve capital, honnêtement, parce que les structures d'accompagnement, les SSO, c'est une histoire de communauté avant tout. C'est une communauté, c'est une histoire de personnes qu'on met ensemble et c'est ça qui crée la magie, c'est ça qui crée les synergies qui peuvent donner des histoires extraordinaires. Donc cette gestion de la communauté, elle a ses règles, elle a les best practices aussi. Et donc c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui de savoir comment en fait donner une vie ou prolonger la vie d'une cohorte, d'une expérience sur quelques mois, comment capitaliser sur cette expérience-là et prolonger la durée de vie, la durée de vie d'une relation établie avec une startup, même si elle n'est plus clairement dans le scope ou la cible de cette SSO-là. Donc, on veut que vous nous dévoiliez, Safiane, tous les secrets de la bonne gestion de la communauté, de la capitalisation, la fidélisation de cette communauté accompagnée. Voilà, moi, sans plus tarder, donc, the floor is yours, je vous cède la parole et bienvenue à tout le monde. On a, les personnes, on aura de l'audience qui va être sur Zoom, des personnes qui se sont inscrites. Et aussi, ce webinaire, il est en live Facebook. Donc, on aura une audience aussi qui va nous suivre sur Facebook. Moi, je vais faire le suivi sur Facebook s'il y a des questions que je vais me donner la responsabilité de vous remettre à la fin de ces webinaires. Voilà. Bonne audience, bonne séance. Merci beaucoup. Merci pour ta présentation et moi aussi je suis très honoré à vrai dire pour cette invitation. Ce n'est pas une nation de gourou, mais c'est toujours en fait il n'y est gourou que où il n'y ait qu'une expérience, que si elle n'est pas transmise à d'autres et si elle n'est pas partagée à d'autres, en fait elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, si on peut appeler notre expérience et si on peut la partager, c'est top. Et merci de me donner cette occasion qui a effectivement démarré déjà sur une première séance où on avait brossé un peu l'écosystème et les différents nouveaux modèles d'incubation et de sociétés, de conseil en général dans l'investissement et dans le suivi des startups. Et donc,
quand même me présenter très rapidement. Peut-être que ce n'est pas la même audience qui nous ont vus la première fois. C'est toujours, mais je vais aller rapidement, comme ça on passera au cœur du sujet. Euh, et, et ensuite, on verra aussi, est-ce qu'on pose les questions au fil de l'eau? Parce que si mes souvenirs sont bons, l'autre fois, on avait fait une présentation très académique et en fait, on a laissé le parterre des questions à la fin. Euh, et parfois, c'est vrai qu'à la fin, on oublie parfois un peu tout le cursus de ce qui a été fait et peut-être voir avec toi s'il ne faut pas prendre les questions en live, interagir et faire du follow-up derrière. On verra cette question. Donc moi j'ai démarré, ça fait un bout de temps, on fait partie de la génération de ce qu'on appelle les dinosaures de l'Internet maintenant, puisqu'on a démarré dans les années 90, avant que l'Internet démarre. Et j'ai eu la chance, après un diplôme d'ingénieur entre Tunis et Paris, où j'ai fait mon master à Dauphine de, de informatique liée à la gestion à l'époque, d'intégrer assez vite une toute petite start-up en France qui s'appelait Software à l'époque et dont j'étais un ingénieur au départ système, réseau, et petit à petit j'ai pris des responsabilités techniques importantes jusqu'au directeur technique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé une société à l'époque, on appelait ça des services providers d'Internet, ce que vous avez en Tunisie aujourd'hui comme des acteurs comme Orange ou comme des opérateurs télécoms qui fournissent de l'Internet, Tunisie Télécom notamment. Et donc, on a créé une société en 96 qui était l'un des leaders français, voire le leader français dans le providing de l'Internet et du hosting à l'époque. Et j'en étais le CTO, le directeur technique. Et dans ce fil un peu de démarrage de l'âge de 23 ans jusqu'à un âge un peu plus avancé, j'ai eu la chance en fait d'être parmi un petit noyau d'entrepreneurs qui m'a incubé, qui m'a effectivement donné le virus, pas du Covid, pas le Covid du Covid, mais pas loin, c'est le virus de l'entrepreneuriat. Donc c'est un virus qui, quand il vous prend, après on a du mal à s'en sortir, même avec plein de vaccins. Mais voilà, j'ai eu cette chance et cette société a été vendue, YesNet, dans les années 2000 à un opérateur télécom qui s'appelait Cable & Wireless, qui lui-même a été racheté par Vodafone. Et dans cet exercice de vente, j'étais actionnaire et j'étais CTO. J'ai fait 4 startups entre-temps, entre l'année 2000 et 2001. Et j'ai pu participer aussi à l'investissement dans le démarrage d'un certain nombre de startups qui, au démarrage, on le fait parce qu'on pense connaître un certain nombre de choses et on pense apporter. Et petit à petit, je me suis planté pas mal de fois dans l'investissement. J'ai eu la chance de réussir quelques investissements parmi très nombreux investissements. Ce qui m'a donné une casquette de business angel petit à petit. Et dans ce cadre-là, j'ai accompagné récemment, les 3 dernières années, de 2017, fin 2016 jusqu'à fin 2019, un peu moins de 3 ans, une quarantaine de startups dans un accélérateur que j'ai créé from scratch, qui s'appelle donc l'accélérateur de The Camp, qui est un campus d'innovation, un tiers-lieu d'innovation dans le sud de la France, entre Aix et Marseille. Donc voilà, ça c'est c'est ce que tu as dit. J'ai quitté ce poste de patron d'accélérateur pour être plutôt libre dans mes activités et j'ai récemment réentrepris plutôt dans l'entrepreneuriat d'impact et social et qui est totalement un nouvel horizon pour moi et pour la toute petite équipe que j'ai créée. Et donc, dans ce cadre-là, je reste en fait toujours conseiller ou advisor d'un certain nombre de startups que j'ai soit incubées de temps de camp, soit qui viennent du coup naturellement et d'une manière organique à moi par LinkedIn principalement, où je fais parfois du conseil stratégique en levée de fonds notamment. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et récemment, j'ai accompagné par exemple une start-up dans l'économie circulaire qui est vraiment très en vogue en ce moment avec tout ce qu'on fait
dans la destruction de la nature et qui s'appelle Upcycle. Donc voilà, j'ai fait une petite levée de fonds d'1,5 million. Voilà, je fais toujours une activité de conseil périphérique, mais la majorité de mon temps, c'est d'entreprendre dans cette ONG. Alors, pour relayer un peu ce qu'on a fait l'autre fois, et tu l'as bien dit, en fait, les structures d'accompagnement, incubation, accélération, start-up studio, donc c'est des sujets vraiment qui nous portent à cœur, en fait. C'est-à-dire qu'on démarre des programmes, alors certes avec des objectifs, on veut que les startups réussissent le maximum dans leur envolée, qu'ils soient dans un programme d'incubation ou d'accélération. Mais en fait, il y a quand même, je reprends un peu cette petite phrase de Francis Allais, c'est on défend bien que ce qu'on a appris à aimer. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, en fait, dans les structures d'accélération. Il faut pas se défocuser de notre objectif, de notre métier quand on crée ça, quand on crée un accélérateur, quand on est dans le cursus d'un incubateur ou d'un accélérateur, c'est d'aimer vraiment les choses qu'on fait, parce qu'on saura encore plus les défendre et les aimer au sens où ne pas non plus voir le rythme humain qu'on peut avoir dans une start-up, un rythme humain qui accompagne l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas un métier en tant que tel, c'est une espèce de vocation et on n'apprend pas à l'université ou à la grande école comment devenir entrepreneur. On l'est par plusieurs facteurs et je pense que dans le sujet des facteurs qui animent un entrepreneur, c'est l'amour de faire, la passion de faire quelque chose de son métier, de son idée, de partir de l'idée jusqu'à son exécution et sa réussite. Et donc, c'est vraiment important dans le rythme humain qu'on peut incuber ou qu'on peut accélérer dans les startups, d'arriver à toujours avoir ce fil et cette alchimie un peu de création de valeur qui n'est pas une création de valeur uniquement par des métriques. On connaît bien la notion de métrique, on adore ça. On a levé 100 millions, on a fait ceci, on a fait cela, mais c'est important aussi de travailler cet aspect qualitatif de la relation avec la start-up ou avec avec le cursus au-delà de vos programmes et de vos métriques. Et je pense que c'est vraiment cette qualité un peu humaine qui fait partie de notre métier. Et parfois, on m'a dit, moi, quand j'ai démarré mon accélérateur ici, on m'a dit, mais on veut avoir 20 startups à incuber par an. Je dis, bah, c'est bien, mais pourquoi 20? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 100? Parce que le nombre est important. Et en fait, c'est une mécanique qu'il faut discuter, négocier, interagir avec les actionnaires et les attentes et les objectifs des accélérateurs et des structures, parce que c'est vraiment un point crucial. Je vais démarrer par rappel très rapide des programmes sans s'attarder. Ensuite, je vais parler de quelques idées, quelques suggestions de ce qu'on pourrait mettre comme stratégie de follow-up. Le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous donner une certaine, un peu de guideline sur le follow-up une fois que vous avez fini le programme d'incubation, une fois que vous avez fini le programme d'accélération. Quelques idées que moi, d'abord que j'ai eu la chance d'expérimenter, que j'ai eu la chance de voir aussi apparaître dans l'écosystème français, européen, aussi beaucoup. Donc, je me suis inspiré aussi et c'est ça qui m'a créé ma première communauté et c'est ça qui fait aujourd'hui que cette communauté, viralement, m'apporte tous les jours des startups alors que je n'ai pas du tout de structure associée parce que je pense que dans cet amour qu'on cultive pour le conseil aux startups, il y a cette dynamique qui reste après. Alors, un des points que je voulais évoquer après les stratégies, c'est le développement de ce que j'appellerais la communauté d'alumni. Et on est dans un momentum sociétal où la notion de communauté est très importante. On verra après. Et elle anime beaucoup ce regard qui était de ma génération à moi, qui était un regard plutôt top-down, où il y avait un chef qui disait des choses, et ensuite il y avait des N-2, N-1, etc., et on exécutait. Là, les 10 dernières années, le digital a permis clairement de créer des notions de
communautés autour de thématiques, d'émotions, etc., qui, on l'a vu, peuvent révolutionner des États. Et pareil, dans le monde de l'accélération ou de l'incubation, il y a quand même des gros sujets autour de ça qui peuvent vraiment donner une valeur. Alors, évidemment, ce n'est pas simple à créer, mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir y réussir. Troisième point, c'est les entrepreneurs en résidence. Là aussi, ça fait partie d'une stratégie de follow-up qu'on a mis en place et qui est vraiment une culture intéressante à incuber. Je n'ai pas d'idée précise de ce que vous faites dans le détail. Comme je l'ai dit à Salma, je vais venir passer quelques jours, probablement une semaine en juin, et ça serait intéressant d'ailleurs de rencontrer des structures locales, c'est toujours bien d'interagir. Moi, je parlerai de cultiver vos métriques. Je parlerai d'un article qui en parle beaucoup, de Harvard Business Review, c'est cultiver les métriques. Moi, à 95%, je vois des structures d'accélération et d'incubation qui sont toujours dans le même stéréotype. Donc, je parlerai aussi de comment moi je verrai les choses. L'autre fois, on avait fait ce moment d'intelligence collective, mais c'est comme vous voulez, on peut prendre les questions au fil de l'eau ou on peut les laisser à la fin si vous estimez qu'il faut plutôt reprendre toutes les questions à la fin. Et voilà, c'est à vous de me donner un peu l'indication sur le sujet. Alors, pour situer un peu votre rôle, ce qu'on en a perçu jusque-là, c'est vous êtes en train de développer des programmes qui soient dans l'incubation, qui soient dans l'accélération. Ça reste des programmes, des communautés. Au travers de ça, dans l'incubation, ce qui est prédéfini historiquement, c'est on fait de l'incubation par l'idée et on les amène à des notions de love money, de pré-seed ou de seed. Voilà. Alors, dedans, il y a une alchimie un peu de mentorship, de support juridique, de formation, d'événementialisation parfois. On sait l'importance de l'événementialisation et évidemment, et ou pas l'investissement. Parfois, les incubateurs jouent un rôle d'incubation, parfois ils ne le jouent pas. Et pour les programmes d'accélération, c'est l'étape qui vient après. En tout cas, c'est le rendu un peu aujourd'hui de ce qu'on en parle. C'est incubation, accélération. Parfois, les barrières ne sont pas non plus extrêmement hermétiques. Hein. Je note quelques points. Parfois, il y a des entreprises qui passent directement à l'espace d'accélération. Et par exemple, un seed, moi j'ai vu des boîtes lever, vous avez probablement entendu parler de cette mutuelle mobile, 100% mobile qui s'appelle Alan, qui a démarré avec un seed de 16 millions d'euros, ce qui est dans le chiffre jamais vu en termes de seed. Et pourtant, c'était au stade de l'idée, du prototype avec un design applicatif associé. Et pourtant, la levée de fonds était extrêmement importante. Et pourquoi? Parce que le marché de la mutuelle sur mobile est un marché colossal. Donc, en fait, on est passé d'un stade on pensait que le seed était sur des petits montants ou le pré-seed, et paf, d'un coup, on est sur des dynamiques de très, très grosses levées de fonds, notamment dans l'incubation. Donc, c'est vraiment large comme définition. Après, c'est important aussi de cadrer, je pense que je l'avais évoqué dans le premier pitch, mais de cadrer aussi les programmes d'incubation et d'accélération. Aussi, je pense, pour une dynamique de savoir quand vous faites les call for application ou les call for investissement, vous savez aussi sélectionner vos startups. Et il y a un terme bancaire maintenant qui s'appelle KWC, Knowing Your Customer. C'était après la crise financière, c'est ce qu'on a reçu comme les banques ont reçu cette dynamique de Knowing Your Customer. Et je pense qu'aujourd'hui, Knowing Your Startup, c'est quelque chose de très important aussi. Et dans cette dynamique de comment designer votre programme,
c'est important que les ingrédients soient effectués d'une manière très précise pour capter la bonne audience par rapport à votre programme. Alors, dans les stratégies de follow-up, j'ai énoncé un certain nombre d'idées, de suggestions. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Hein. Je pense que chacun peut, de son expérience ou de son vécu ou de ce qu'il pense être dans l'écosystème qui va créer des idées. Il faut être créatif là-dessus. Hein. Il n'y a pas d'exhaustivité. Comme il n'y a pas de gourou, il n'y a pas d'exhaustivité. Il y a une dynamique d'innovation toujours, et même dans les sociétés d'incubation, d'accélération, des startups, il y a une dynamique d'innovation où la bonne idée, au bon moment, peut disrupter parfois une petite organisation parce que c'est la bonne idée, parce que c'est le bon momentum et parce qu'il faut vraiment être à l'affût de ça et ne pas se donner des règles et une dynamique totalement fermée. Voilà, donc ça c'est un peu ce que je vois moi mais voilà, on reste ouvert évidemment à toute autre idée et je serais agréablement intéressé aussi d'interagir avec les vôtres. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de follow-up? Donc, vous avez fini votre programme d'incubation, vous avez fini votre programme d'accélération. Un des sujets clés pour moi qui est important dans une structure d'incubation ou d'accélération et que j'ai mis en place, même si c'était une interaction parfois complexe avec mes actionnaires, on a l'impression que parfois, il faut évidemment s'arrêter tout de suite après et passer à autre chose. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est très relatif au conseil de l'investissement et c'est pourquoi d'ailleurs le nombre de startups est un point important. J'estime qu'aujourd'hui, les stratégies gagnantes dans les programmes de SSO, c'est des stratégies où il faut lier l'investissement à la structure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans le cœur de la value proposition, ou la proposition de valeur, on emmène une certaine dynamique d'investissement, soit par la structure qui accompagne, soit par des fonds d'investissement qui sont vraiment dans un écosystème très serré avec le SSO. Donc, c'est vraiment une dynamique importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas tellement pour accélérer ou faire la levée de fonds parce qu'il faut avoir de l'argent. C'est juste parce que dans la dynamique aussi, notamment des deux structures, incubation et accélération, il y a quand même un sujet majeur de la compréhension du modèle économique. Et dans la compréhension du modèle économique, il y a tout le sujet de cash flow, d'investissement. Et c'est important que dans cette dynamique, vous négociez avec vos actionnaires quand vous créez la structure d'accompagnement la possibilité de le faire soit en compte propre, si vous avez les moyens de le faire, soit en s'adossant à X fonds d'investissement que vous mettez dans l'écosystème de votre accélérateur ou d'incubateur et dans lequel le partage ce que j'appellerais le deal flow des startups est un partage qui est vraiment depuis les dés de départ, depuis le deck, depuis le dossier, jusqu'à la finalisation du programme. Évidemment, après, ça ne veut pas dire que toutes les startups vont être financées. C'est juste le fait que imaginer de le faire dès le départ a beaucoup d'importance, je pense, comme une idée de follow-up qui permet de valoriser ensuite et d'accompagner au-delà du programme quelque chose qui pourrait avoir une vraie valeur. Alors, parmi les éléments pris ici, je parle de sélection de business angels et des fonds d'investissement associés à la thématique et au modèle économique. Pourquoi? Parce que parfois, il y a majoritairement, il y a des fonds qui sont très liés logiciels en mode SaaS, il y a des business angels pareils qui n'investiront pas dans n'importe quelle startup. Il y a des fonds d'investissement qui accélèrent, qui investissent dans le B2B. Il y en a d'autres qui sont dans le B2C. Donc, toute cette dynamique-là est importante pour le
choix, la sélection, le repérage des contacts sur LinkedIn, c'est quelque chose de super puissant, clairement. C'est de comment aider vos startups au-delà du programme. C'est cette dynamique de management du deal flow. Alors, je donne un exemple qui est Make Sense. Je pense que le deal flow, on va l'avoir quelque part, mais Make Sense, qui est j'en ai parlé d'ailleurs, j'en ai parlé dans le premier, un des incubateurs fonds, donc mixé entre incubateurs fonds. Moi, je fais partie, je regarde un peu les dossiers qu'ils proposent, par exemple, en tant que business angel ou investisseur. Et vous voyez, là c'est un outil qu'ils ont créé. Voilà. Je pense que vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez Airtable, mais c'est un outil qu'on utilise pas mal pour créer des templates assez bien faits, je trouve. Et vous n'êtes pas obligé de faire un bac+5 en programmation pour développer au travers d'Airtable. Une espèce de Google Doc un peu plus sophistiqué. Là, vous avez un partage de deal flow. Donc, Make Sense, moi, je fais partie de la communauté. Je reçois systématiquement, soit pendant la période d'incubation, c'est un incubateur, hein, il prend plutôt des petits tickets en seed ou en pré-seed. D'ailleurs, leur fonds s'appelle Make Sense Seed 1. Donc, c'est des tickets qui ne vendent pas plus que 150 000 € aujourd'hui. Mais voilà, on a un outil super pratique, donc quelque chose qui permet de… Voilà, et on peut avoir l'attachement, on peut aller télécharger. Donc, par exemple, ici, vous avez une startup qui s'appelle Sonology. Voilà, on redonner le pouvoir aux citoyens dans la gestion de leur énergie. Donc, il explique le secteur, l'efficacité énergétique, la raison d'être. Alors, ça, c'est tous les sujets aussi. Make Sense, c'est vraiment, comme son nom l'indique, il faut avoir du sens un peu à ce qu'on fait et pas uniquement de la tech pour la tech. Ensuite, vous pouvez télécharger, il me semble, voilà, vous pouvez télécharger le deck. Et donc, à partir de ça, vous êtes un business angel de la communauté Make Sense. Vous pouvez tout de suite avoir accès en mode digital, même si vous êtes en voyage ou en vacances, pour investir éventuellement. C'est vraiment un suivi assez fort, je trouve, et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place assez rapidement, on va dire, avec pas forcément un investissement important. Donc, vraiment sélectionner les business angels et les fonds d'investissement. Dans une deuxième étape, parfois les incubateurs et l'accélérateur peuvent aussi, sous certaines conditions, avoir la mission de levée de fonds. C'est-à-dire vraiment, au-delà de faire cette intermédiation que vous avez vue dans ce deal flow par Airtable, vous pouvez obtenir, si une startup ou… Bon, après, en termes de quantité, c'est toujours plus compliqué, mais si quelques startups trouvent en vous un état de confiance et d'interaction, il y a quand même matière à être conseil pour la stratégie de levée de fonds. Et du coup, là, vous êtes incentivé, vous prenez une participation, soit par l'incubateur ou l'accélérateur, ou vous êtes rémunéré sur un montant de la levée de fonds. Et parfois, c'est vraiment très pratique parce que vous connaissez très bien le dossier, vous avez contribué à valider le business model, vous avez contribué à que l'équipe soit pertinente. Et là, paf, là, en fait, pour vous donner une idée, moi, en ce moment, j'ai fait 3 levées de fonds, mais parce que je connaissais les dossiers de mon accélérateur. Parce que je connaissais les entrepreneurs, parce que j'ai travaillé avec eux pendant 6 mois, etc. Donc, c'est un peu dans ces sujets-là. Et vraiment, parfois, pour des petites structures, ça peut être un bon accélérateur de cash aussi, ou de faire une participation dans des sociétés qui peuvent être très promoteuses. Donc ça, je conseille aussi de regarder alors avec vraiment beaucoup de comment dire, de parcimonie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus en faire un levier, parce que c'est extrêmement consommateur en ressources.
parce qu'il faut faire le tour des fonds, il faut être carrément aux côtés de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse pour, pour faire les tours des fonds, les pitchs derrière, et faire aussi que le business plan soit nickel avec les feuilles de route de cash flow, avec les assemblées générales des bilans associés, etc. Donc, c'est quand même des missions très structurantes, mais qui peuvent être totalement dans le cadre du métier du follow-up, des structures d'accompagnement. Et plein d'exemples dans le monde le font, hein, même les très gros maintenant le font, parce qu'en fait, il y a une dynamique aussi que des incubateurs ou des accélérateurs, à un certain moment, deviennent eux-mêmes des fonds, c'est-à-dire ils vont faire les deux par la puissance, alors notamment dans le seed, hein, notamment dans l'incubation, le métier est quand même très lié maintenant à cette dynamique d'investissement, parce que tout simplement, il y a une connexion qui se crée, qui est très forte avec les entrepreneurs, et si vraiment ils ont une valeur ajoutée dans leur métier ou dans leur proposition de valeur qui est importante, vous créez avec eux tellement une interaction forte que, évidemment, ça permet d'aller traiter toute la notion de confiance de départ pour aller lever des fonds. Et maintenant, beaucoup d'incubateurs l'ont compris. C'est pourquoi beaucoup d'incubateurs deviennent eux-mêmes aussi des fonds. Make Sense, ça a démarré par exemple comme ça, hein, pour donner une idée. Ils ont levé leurs 15 millions d'euros au départ. C'est pas en 6 mois, hein, mais au bout de quelques temps, je pense que c'était au bout de 4 ans à peu près, sur cette dynamique de conseiller, incuber des startups qui ont un sens dans leur développement économique, un sens social, un sens environnemental. Ils ont pu obtenir cette hybridation entre incubation et fonds d'investissement. Donc, la mission française, c'est quelque chose d'important. Une newsletter aussi, alors une newsletter associée. J'imagine comme nous tous, vous recevez des tonnes de mails par jour. Vous recevez probablement, vous êtes abonné à un certain nombre de newsletters. Moi, je suis un peu comme tout le monde. Je vais quand même montrer un newsletter que je reçois en termes de, alors si j'y arrive, que je reçois par un incubateur, un peu dans le même style que vous avez dans Airtable, mais alors Airtable, comme vous l'avez vu, c'est hyper structuré. Là, c'est une newsletter très légère que je trouve assez percutante, qui s'appelle Corentin Super Capital, et je reçois à peu près 3-4 decks par mois, parfois un peu plus. Et vous avez un petit résumé de ce que c'est l'entreprise. Bon, voilà, il ne faut pas en faire trop non plus. Hein. Vous voyez, c'est un peu quand même, ça reste léger. Ça explique plein de choses. Ça explique l'ambition, ça explique le business, le panier moyen, etc. Bon, là, c'était un peu… Très franchement, c'est tellement bien fait que du coup, alors c'est déjà synthétique, clair, c'est pas très chargé. Ça parle d'ARR, voilà, tout de suite les petits marqueurs, et vous pouvez télécharger le deck. Hop, je peux télécharger le deck, voilà, sur un DocSend, je peux l'analyser. Alors, ça construit un capital immatériel avec Corentin Super Capital. Corentin Super Capital, qui est un tout petit leveur de fonds, permet, au travers de cette newsletter, d'avoir vraiment un outil, un outil de création communautaire, de follow-up, de création aussi de petites communautés d'investisseurs ou de business angels, que je trouve très percutant. Alors, quand je dis ici, soyez percutant, parce qu'en fait, c'est vrai que faire des newsletters, c'est bien. Pouvoir que les gens les lisent, c'est encore une autre dynamique. Alors, après, il faut gérer ça par les MailChimp pour regarder dans les analytiques qui a cliqué sur quoi, ensuite les suivre. Mais je donne quelques conseils pour être cynique et provocateur, parce que parfois, et j'en parlerai à un certain moment dans une partie de l'exposé,
Ce qui fait la différence quand vous recevez votre tonne de mails, parfois on est comme ça dans la nuée des mails et paf, il y a une newsletter par rapport à une autre que vous allez privilégier. Et ce qui marche assez bien, c'est que parfois on est totalement, on présente les choses pas d'une manière tout à fait, je dirais, académique ou traditionnelle, mais on va trouver des mots des mots qui sont relatifs à soit des aspects culturels, soit des aspects humoristiques, soit des aspects philosophiques, soit des aspects complètement hors traditionnel thinking, quoi. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment dans l'air du temps et parfois cassants, mais suffisamment intéressants pour interpeller le business angel, le fonds d'investissement, la communauté que vous cherchez à séduire, le start-upper éventuellement, ou les entrepreneurs. Et là-dessus, la newsletter, évidemment, peut faire la différence dans une dynamique de ce premier sujet qui est le suivi et conseils en levée de fonds. Alors, dans cette dynamique de newsletter, moi, très sincèrement, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps de le faire historiquement quand j'ai monté mon accélérateur parce qu'il faut un peu de ressources et parfois pas non plus forcément beaucoup de ressources, mais je reviens ici, pas beaucoup de. C'est pas une question de ressources, mais c'est une question de comment mobiliser un peu votre savoir-faire sur le contenu dans le suivi un peu des newsletters que j'évoquais, vous pouvez être un acteur qui fait ce qu'on appelle de la curation de contenu pour vos start-upers, c'est-à-dire vous avez conseillé, vous avez 1 année, 2 années d'existence, peut-être voire plus. Vous avez commencé à avoir des startups avant, des startups pendant, des startups après. Et en fait, le contenu, c'est un peu pareil comme ce que vous avez vu dans les différents newsletters. On parle de contenu. Une newsletter, c'est du contenu. Et alors, c'est vraiment très intéressant de savoir que ces contenus, en fait, permettent de créer ce capital immatériel et cette interaction avec les start-upers. Les start-upers de cette génération, une dizaine d'années à peu près, il y a énormément d'onboarding sur le digital. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur les vidéos, les contenus, un peu le navigationnel des réseaux sociaux. Et donc, parfois, cette économie de l'attention, d'être attentionné à quelque chose n'est pas simple, mais je dirais pour onboarder le après du coup de votre programme, des newsletters sont vraiment puissantes. Je parlais tout à l'heure de cet aspect de contenu, de ce qu'on peut en mettre, mais je vais citer 2 newsletters que moi j'en suis abonné, qui sont plutôt, elles, entre le traditionnel fonds d'investissement et donc Partech et Daphne, qui sont 2 fonds d'investissement européens qui font plusieurs tours en seed, pré-seed, série A, voire série B, sur des montants assez importants. Et je vais vous montrer leurs 2 newsletters et après on va évoquer effectivement des newsletters un peu plus cyniques qui peuvent aussi vous donner quelques idées autour de ce qu'on peut créer qui porte l'attention des gens et qui vous permet aussi de créer toujours, moi j'utilise beaucoup cette notion de capital immatériel parce que la gestion de l'attention dans le monde digital est un vrai sujet. Et comment on va vous faire confiance pour les prochaines startups, pour les prochains programmes. Il ne s'agit pas uniquement de dire je suis beau ou je suis méchant. Il s'agit aussi d'avoir du contenu associé à ce que vous pouvez délivrer dans vos programmes. Alors, je vais prendre le cas de 2 newsletters. Donc, Partech, alors je vais démarrer par... ça, je vais démarrer par... Alors, par exemple, Daphne, j'ai 2 newsletters. J'ai une qui est où je reçois à peu près ce que vous avez vu dans Airtable par Make Sense, mais que je reçois dans un cadre un peu plus
plutôt newsletter. Et là, c'est pareil, on peut voir tout le deal flow du fonds d'investissement Daphne en étant business angel ou actionnaire. Et Daphne, ce n'est pas un SSO au sens classique du terme, parce qu'il ne fait pas de programme d'incubation ou d'accélération, mais il s'associe avec des incubateurs et d'accélérateurs pour aussi agréger du contenu et avoir matière sur ces startups. Bon, ça, c'est quelque chose de classique. Mais alors, le deuxième truc intéressant de Daphne que je reçois, qui est plutôt là un contenu éditorial. Et là, par exemple, ils mettent en valeur une startup dont j'évoquais tout à l'heure, sur laquelle je me suis occupé pour lever 1,5 million récemment, qui est une startup dans l'économie circulaire. Et là, ils vont faire un contenu éditorial avec plein de sujets sur ce qu'on fait dans cette startup, avec aussi, pareil, une certaine simplicité. Voilà, vous avez ici une agrégation. Alors, on peut faire ça aussi par des outils que vous trouvez sur le marché. Il y a maintenant, j'imagine que quelques-unes d'entre vous connaissent. Mais par exemple, pour fabriquer Keep Learning, qui est un article qu'on va chercher ailleurs, en fait, c'est de l'agrégation par des robots qui tiennent la route, des logiciels open source qui vous permettent d'aller agréger du contenu selon un certain nombre de critères et le mettre sous cette formule. Ce qui permet à la personne qui reçoit ça, s'il trouve le contenu intéressant, d'abord il est abonné et il lit. Et plus il lit, plus il interagit avec la structure, fonds ou incubateur ou accélérateur, pour être toujours dans sa communauté. Donc, on parlera du sujet communautaire tout à l'heure. Mais voilà, ça, c'est Daphne. Elle doit avoir une newsletter de Partech, si mes souvenirs sont bons, que je n'ai pas lu, parce que c'est une... non, ça, c'est quoi? Allez, ça, c'est encore Daphne. Ils ont vraiment un super contenu éditorial, je trouve. Est-ce que c'est là? Non. Partech, non. Ah, c'est là. Pardon. Alors, ouais, ça ne s'affiche pas très bien, mais j'imagine que ça prend du temps à s'afficher. Mais bon, vous voyez là, vous avez une dynamique assez équivalente à ce que vous avez vu dans les newsletters que j'ai montré tout à l'heure. Alors, il y a New Investment, il y a Alumni, New Investment. Par exemple, les alumni, ça nous intéresse d'avoir des news. Voilà, et là, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment de l'agrégation de contenu, c'est-à-dire les robots qui vont chasser, Herméo et quoi, et British Cube, ils sont allés chercher cette information, ils l'ont agrégée, ils ont fait un truc à l'UNI. Il y a des blog posts, je parlais de Alan tout à l'heure, qui est quand même une des sociétés françaises qui a fait un dernier tour assez impressionnant de sa arrivée. Voilà, donc vous avez New Investment, Alumni, il y a des blogs, on lit Top Unicorns. Alors ça, vous voyez, tout ça, c'est plutôt du contenu en partie fabriqué par les équipes de Partech, mais en partie, en fait, agrégé. C'est-à-dire, à 80%, c'est des robots qui vont chercher précisément des choses de qualité et qui vont les mettre. Et toute la technique, c'est comment paramétrer, fabriquer un contenu de qualité, comment le tester auprès d'une communauté et comment faire de sorte que vos lecteurs ou vos lectrices arrivent à être en connexion avec vous sur cette notion de contenu. Alors, enfin, sur cette partie-là, il y a trois newsletters que j'aime bien aussi, qui sont vraiment là dans le côté cynisme et dans le côté aussi
interpellation, c'est-à-dire ça interpelle les gens qui lisent et du coup, paf, on donne de l'attention. Parfois, on aime bien être interpellé par un truc. Ça rappelle un peu la caméra cachée, mais c'est un peu dans cette dynamique-là que s'installe ce genre de newsletter. Je vais vous montrer la galère, qui n'est pas une newsletter, mais qui est un podcast que j'aime bien écouter de temps en temps, qui s'appelle La Galère. Le nom déjà est bien choisi. Et voilà, cette galère, en fait, ça parle des entrepreneurs qui ont eu beaucoup de mal à réussir, mais qui ont vraiment bien réussi à la fin. Vous pouvez les écouter, les formats de podcast. Alors, je pense que c'est une espèce de tendance et de nouvelle mode, hein, le podcast. Est-ce que ça va tenir dans le temps? On a l'impression que oui, en tout cas en Europe. Peut-être qu'en Tunisie, c'est un sujet qui démarre d'une manière aussi intéressante. Mais en tout cas, écouter un entrepreneur, c'est voilà, avec une série de podcasts, l'écouter sur les diffuseurs classiques qui peuvent être Apple ou Spotify ou autres. Mais c'est un contenu vraiment qui interpelle par ce sujet. Le nom podcast et une newsletter qui s'appelle Start the Flip. Bon, alors, ils ont modifié le truc, mais je pense que j'en fais ici appel. Deuxième, c'est Tech Trash. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment très intéressant. Ça met en valeur, tout ce qui est, entre guillemets, anti-tech. Donc, bon, tout le monde est joyeux, tout le monde est content de lever de l'argent pour changer le monde. Et eux, ils vont chercher des petites ou d'importantes contradictions que la tech impose et crée par le fait de dire on a fait ceci, on a fait cela, ou on a levé de l'argent pour faire ceci. Et donc, ils donnent une dynamique totalement inverse, qui est une dynamique très humoristique, mais en même temps parfois assez réelle, et qui fait qu'on a envie toujours de lire la newsletter de TechCrash. Vraiment, ça, c'est le côté très décalé, le côté très incisif. Je vous laisserai éventuellement vous abonner pour regarder, mais c'est vraiment très, très bien fait. Et donc, dans cette dynamique de recherche d'un contenu fédérateur, j'ai trouvé, j'utilise pas mal ces deux-là. Alors, fait et conférences, là aussi, c'est de l'événementialisation principalement, mais c'est autour des entrepreneurs qui ont eu des échecs. Mais en même temps, en fait, c'est pas tellement pour parler de ces échecs uniquement, mais pour s'en inspirer, pour que pendant les programmes ou après les programmes, ce n'est pas la fin du monde si on rate sa start-up et que ça redonne une séquence inspirationnelle assez forte pour des gens qui ont été des multirécidivistes, parfois de l'échec, et qui ont réussi au bout d'un certain moment, et que ce n'est pas la fin du monde si on ne réussit pas sa start-up. Et donc, ça donne au contraire un contresens à l'échec qui est dans nos sociétés un gros facteur de stress qui est extrêmement mal géré et qui est que dans Falcon, c'est une conférence qui maintenant s'est internationalisée. Je pense même qu'elle est venue en Tunisie, alors je ne sais plus quelle année, qui donne ce pouvoir, on va dire, d'échouer, comme dans pas mal d'autres éléments de la vie, et que c'est pas, voilà, c'est un sujet que je trouve assez fort dans le contenu. Dans l'activation des contenus, on a parlé des newsletters, on a parlé d'Airtable, on a parlé de contenus décalés. On a aussi, maintenant, il y a pas mal d'incubateurs qui créent des apps sur mobile. Alors, pourquoi des apps sur mobile? Pas pour faire petit style j'ai une apps. Hein. Enfin, bon, là c'est pareil, dans l'économie de l'attention des apps, il y a énormément d'apps. Donc, du coup, si c'est pour télécharger, pour faire une fois et pour la jeter, bon, c'est pas très intéressant. Alors, pourquoi cette apps on l'utilise moi, j'utilise pas mal, pas parce qu'en fait, il y a une dynamique il y a forcément la dynamique que vous avez vue tout à l'heure dans la newsletter, qui est une dynamique de deal flow. Bon, ça c'est bien.
Mais il y a surtout, ils sont arrivés à un certain moment de capitaliser sur une audience d'entrepreneurs, de business angels, d'employés, de startups, qui a créé une communauté à peu près de 350 personnes et qui, du coup, interagissent dans le cadre de cette app pour l'entraide. L'entraide, c'est quoi? J'ai besoin, je suis en ce moment en train de chercher une agence de design pour m'aider. Paf, je poste là-dessus. Et là, dans les 350 personnes, la communauté va répondre en disant « Ah oui, je connais une très bonne société qui fait ceci, qui fait cela. Et paf, je fais la connexion. » Donc, c'est des apps, c'est vraiment des apps utiles. Ce n'est pas des apps pour du marketing ou de la communication pour dire j'ai une apps. Et franchement, s'il faut le faire pour ça, il ne faut pas le faire parce que bon, on sait que ça fait un peu de joujou, un peu de jouer pour ça, mais si ce n'est pas maintenu dans le temps pour avoir une vraie communauté derrière, bon, ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème impliqué? J'en suis à la troisième suggestion un peu du follow-up et d'une stratégie de follow-up une fois que vous avez fait votre programme, donc le post-programme. Et c'est vraiment, ça tourne dans des sujets qui ont l'air vraiment naturels ou parfois difficiles à produire. Et c'est ce qui fera la différence entre vous et un autre incubateur ou un autre accélérateur. C'est comment vraiment créer un écosystème. Alors, on a parlé de start-upers, on a parlé d'alumni éventuellement, on a parlé de… Aujourd'hui, dans un écosystème, c'est une partie prenante, plein de stakeholders, on va les appeler en anglais, qui sont des éléments clés de votre contribution aux startups. Et c'est ce qui fait, entre autres, une des valeurs qui permet à une startup de vous choisir, vous, dans le cadre d'un programme ou dans le cadre d'un après-programme aussi, par rapport à notre accélérateur ou à notre incubateur. Et je récupère de ce que dit un peu Startup Genome, qui dit que le succès d'une unicorn, enfin une licorne, c'est des sociétés qui sont extrêmement bien valorisées en termes de valorisation et de levée de fonds, dépend de son écosystème. Et alors, il y a plein d'idées autour de ça qui ont fusé les 4-5 dernières années. Et j'en prends quelques-unes ici, les alumni, les contributeurs, les mentors. Comment motiver des mentors pour qu'ils soient dans votre communauté. Plus vous avez des mentors de qualité, plus les startups regardent les mentors comme une vraie valeur. Mais on peut aller beaucoup plus là-dedans. On peut aller sur, par exemple, la capacité d'être, en tout cas, fournisseur de solutions innovantes. Quand je dis fournisseur, ce n'est pas forcément pour délivrer la prestation elle-même, mais le fait de faire la curation pour trouver et avoir des deals de partnership avec des fournisseurs innovants permet à vos startups de se diluer le moins dans leur travail pour aller faire cette recherche. Par exemple, on a parlé de podcast tout à l'heure, c'est pour relier un peu ça, mais en France, moi qui connais bien de Family, qui est un incubateur, pareil un peu comme MySense, un incubateur fonds d'investissement, petit fonds, hein, enfin on parle vraiment des fonds de seed, mais il a capitalisé sur des solutions médias. On sait que la notion de médias est quand même super importante dans la génération actuelle. Avant, on était obligé de lire la presse, mais maintenant on ne lit plus la presse, on est plutôt capté dans un univers d'attention assez forte dans le digital. Et on a parlé de podcast. Par exemple, ils ont un studio, vraiment au sens studio du terme, avec enregistrement, etc., qui permet à des startups, moyennant finance, hein, ce n'est pas gratuit, mais moyennant finance, de créer leur propre campagne média qui peut être création de vidéos, création de podcasts, etc. Donc, des solutions innovantes, je pense que c'est vraiment un vecteur important. Et avoir des connexions à l'international, alors ça, c'est vraiment
sujet important. Moi, je pense que dans les pays émergents comme la Tunisie, il faut s'ouvrir. J'ai vu 3-4 très belles startups tunisiennes qui réussissent super bien à l'international. Je pourrais partager avec vous les coordonnées, mais ça a été démarré en Tunisie. Mais tout ce regard sur l'international, il est puissant, notamment une qui fait de l'intelligence artificielle en B2B pour les entreprises. Donc, avoir cette connexion à l'international, même parfois en mode partnership léger. Enfin, il ne s'agit pas de révolutionner, mais d'avoir 2-3 correspondants pour lesquels vos startups peuvent avoir après coup. Ça peut être des mentors. Hein. Quand je dis correspondants, c'est cette dynamique un peu d'interagir. Un autre sujet qui est aussi fait partie, alors je ne l'ai pas mis dans fournisseurs, solutions innovantes, parce que parfois ils sont dans les incubateurs, parfois ils sont en dehors des incubateurs ou des accélérateurs. Mais cette notion où quand vous êtes, par exemple, une start-up et que vous démarrez, on n'a pas les moyens d'avoir un service ressources humaines, un service finance, un CTO de qualité, parce que parfois le lead dev que vous avez recruté, il a une compétence, mais il n'a pas une vision extrêmement forte ou par l'expérience qu'il a eue. On peut même aller jusqu'à des services comme Meet My Co-Founder ou Bold, qui est un cabinet juridique. Et en fait, cette capacité aussi à agréger et à trouver ces contacts-là. Alors, Meet My Co-Founder, non, c'est pas celui-là, pardon. Alors, est-ce que je peux cliquer? Ah oui, voilà. Ça, c'est une émanation que j'ai vue, que je trouve pas mal du tout, et qui est d'ailleurs maintenant que vous trouvez dans les c'est amusant, les Starsky and Hutch. Bon, c'est pas la génération, j'imagine, des jeunes SSO que vous êtes. Et, mais Meet My Co-Founder, c'est comment organiser des événements qui peuvent être en ligne d'ailleurs. Ah, une connexion Internet instable. Bon, ça va. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, Meet My Co-Founder. Très bien, très bien, on s'entend très bien, il n'y a pas eu d'interruption. Meet My Co-Founder, c'est de l'événementialisation de comment trouver son co-founder. Il est vrai qu'aujourd'hui, créer une start-up en étant tout seul, parfois, c'est pas simple, on n'a pas de morale, on a forcément entre 2 et 3 ans de doute existentiel quand on crée sa boîte. Et c'est vrai que c'est super intéressant de partager une idée, une émotion à quelqu'un qui parfois ne vient pas du domaine ou qui vient du domaine, on s'en fout, mais qui va co-construire avec vous. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, on ne va pas lui donner mon idée, il va la choper, il va faire pareil. Tout le sujet un peu des SSO et pourquoi un The Family va créer cette notion de co-founder, parce que une fois que vous avez une petite communauté, la notion de dire, ah oui, j'ai une idée, j'ai ma start-up et je ne peux pas la partager avec un autre parce qu'il va copier ce qu'il va faire, va vraiment se diluer parce qu'en fait, c'est l'incubateur ou le SSO effectivement qui va animer cette événementialisation, qui va ouvrir. Vous allez trouver des salariés d'entreprise qui vont venir et qui vont dire tiens, oui, alors par rapport à l'idée que tu présentes, moi je serais intéressé d'embarquer, je vais sortir de mon entreprise, je vais devenir co-founder. La notion de co-founder ou d'équipe de co-founder, hein, quand on dit co, c'est pas forcément que 2 personnes, mais ça peut être une petite équipe, on peut être 3-4 cofondateurs et cofondatrices. Mais je trouve l'argument très puissant. Et très sincèrement, c'est pas de ma génération, c'est toujours très difficile, mais le digital va amener cette dimension. Et si vous contractualisez les bons NDA, les bonnes relations legal contractuelles, quelque part, vous allez capitaliser sur la communauté pour co-créer quelque chose et vous ne serez pas seul dans cette communauté. Donc, c'est vraiment un point intéressant. Et l'un des cabinets d'avocats que j'ai vu, alors en Tunisie, je pense que ça va venir aussi, mais Legal as a Service, par exemple, ça c'est un cabinet que j'ai vu qui start-upise, entre guillemets, l'acte légal. Alors évidemment, il y a des incubateurs. Je
pense, partie des incubateurs ou des accélérateurs qui vont donner, au travers d'un cabinet d'avocats, du support juridique sur les pactes d'actionnaires, enfin, l'alchimie initiale de création de start-up. Mais en fait, le SSO post-programme, et je trouve que Bold, c'est vraiment le cabinet d'avocats type. En fait, pendant toute la dynamique des 2 premières années, il ne s'agit pas de faire un pacte d'actionnaires constitué ou de faire une levée de fonds. Il y a une écoute juridique assez forte pendant 2-3 années. Et en fait, ce qu'arrivent à faire des avocats as a service, c'est de monétiser un abonnement pour la start-up, monétiser un abonnement pour la start-up, qui est un abonnement, entre guillemets, illimité de cabinets de conseil à la demande. Et quand je dis as a service, c'est parce qu'en fait, moi, je connais plein d'entrepreneurs, ils ont un abonnement chez Bold et les start-upers, quand ils commencent après le seed, après la série A, etc., ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup de personnel, ils n'ont pas beaucoup je dirais, de ressources parce qu'ils sont dans un temps fini, avec des contraintes finies, avec un argent fini. Et c'est ce type de ressources en mode service qui est payé en mode abonnement qui permet en fait de légitimer un peu votre conseil. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais ça existera forcément. C'est-à-dire qu'avant, on payait l'avocat à l'heure ou, je dirais, sur la prestation. Je pense que plus il va y avoir de start-up en Tunisie, plus il va y avoir une vraie dynamique de faire un forfait mensuel pour le suivi. Et dans la dynamique que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir finance as a service, CTO as a service, RH as a service, il y a vraiment des incubateurs maintenant. Et par exemple, je prends la dimension RH. Il y a des incubateurs aujourd'hui qui ont un service de RH ou alors qu'ils ont fait un contrat avec un cabinet de recrutement et qui ont cette dynamique de pouvoir conseiller la start-up post-programme pendant des années. Donc, et ça, c'est très puissant. C'est-à-dire, parce qu'on sait que la core team initiale, que vous démarrez par 2 ou 3 et que vous recrutez des développeurs petit à petit, des commerciaux, etc., la core team, les 5, 10, 15, 20, 30 premières personnes, c'est un élément clé de la réussite, même si vous avez la plus belle idée du monde. On sait bien que la capacité d'exécution est un énorme sujet et que un des rôles possibles et potentiels de post-programme des SSO pourrait être le RH as a service, pourrait être de trouver le finance as a service. Ça, c'est aussi très utilisé maintenant parce qu'évidemment, passer son temps à sortir des reportings, alors on sait gérer un comptable, mais faire un truc propre avec une BU financière, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup de startups n'ont pas les moyens de se payer un CFO ou un directeur financier. Donc voilà, c'est un peu le trade-off, comme on dit, de créer cet écosystème qui est impliqué. Alors, il y a beaucoup d'idées sur quelle est la matière qu'on peut créer pour toujours avoir cette notion d'écosystème impliqué. J'ai pris un use case que j'aime bien. Alors, il faut que je trouve ma souris. Voilà, c'est pas celui-là. Elle est où ma souris? Elle est là. Merci. C'est unreasonable. C'est unreasonable. Alors, vous voyez, les termes sont importants, les noms sont importants. Tout à l'heure, je parlais de la galère, de tech trash. Les noms qui percutent peuvent faire, dans cette économie d'attention où on est un peu noyé par les informations, les vidéos, infos, c'est vraiment important que cette création de valeur autour du nom, de votre programme, de votre post-programme SSO, de votre newsletter, etc., soit de qualité ou soit percutante. Unreasonable, alors on va y aller. Unreasonable, c'est déjà tout de suite repurpose capitalisme. Donc tout de suite, on a l'impression qu'on va révolutionner le capitalisme. Alors, est-ce que c'est un accélérateur? Est-ce que c'est un incubateur? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ou cet écosystème? En fait, c'est vraiment un sujet pour les start-upers, donc des entrepreneurs,
principalement, qui viennent et qui sont, on va dire, investis ou voilà, donc on fait de l'investissement pour ces entrepreneurs, mais peu d'investissement à vrai dire, donc community, entrepreneur, investor, partner. Et en fait, ce qui est vraiment assez bien, c'est derrière un Reasonable, il y a plutôt du networking de qualité entre des entrepreneurs et des mentors de grandes entreprises ou des investisseurs qui ont réussi déjà à faire des exits importants. Ça, c'est vraiment cette notion de communauté, companies, mentor, team. On crée, alors là-dedans, si je vais dans compagnie, vous allez trouver des gens qui sont, qui sont vraiment des gens qui, alors aux États-Unis, en Angleterre, etc., mais qui sont des gens qui gèrent des entreprises et qui sont là soit en mentor, soit en partenaire. Un partenaire, c'est une entreprise qui peut, par exemple, commander à votre startup des sujets. Donc, cette espèce de marketplace un peu entre mentors, entreprises, évidemment, ça veut dire qu'il va falloir aller voir les entreprises, trouver les mentors qui vont jouer le jeu et faire de sorte que ces mentors, donc là, voilà, ils font leur truc en disant on a trouvé un formulaire de Google X, mais il y a des boîtes très Time, il y a des boîtes très connues quelque part et des entrepreneurs. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir créer une empathie post-programme pour que vos startups restent fidèles indépendamment de leur levée de fonds. La levée de fonds, c'est une petite étape de la réalisation d'une startup et qui reviennent et qui deviennent des alumni. Et là-dedans, des activistes, par exemple, c'est assez amusant de trouver dans le monde de l'entreprise. Vous avez aussi des activistes, ce melting pot un peu, de pas uniquement des gens blancs, riches et qui ont réussi à devenir beaux et riches, mais vous avez un peu ce melting pot de la société civile, d'ONG qui viennent pour interagir avec vos startups. Et c'est très puissant, vraiment, comme outil de fédérateur de post-programme. C'est vraiment les gens qui viennent ici, c'est des startups. Voilà, c'est des startups qui ont déjà fait une première, une deuxième levée de fonds, qui sont choisis par Unreasonable, qui est cette espèce d'association qui fait ça, et qui, au travers, alors j'avais, je pense, nommé Ashoka dans mon premier pitch avec vous, c'est dans cette dynamique, c'est-à-dire c'est comment on peut l'appeler, est-ce que c'est un réseau, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est un post-incubateur, un post-accélérateur, ça vous donne une vraie dynamique d'alumni, d'engagement, des gens qui contribuent, et dans cette dynamique, vous allez passer un peu de temps sur un Reasonable, vous allez dire, tiens, c'est intéressant, ils ont des partenaires, des investisseurs, des entrepreneurs et une notion de communauté. Ça fabrique clairement un gros sujet qui est un sujet relatif à la création de communautés qui adressent le post-programme. Ça, c'est vraiment les outils les plus puissants. Il y a un livre qui décrit, qui s'appelle L'âge de la multitude, qui a été fait par deux éminents chercheurs français, Nicolas Collin, qui est lui un des cofondateurs de The Family, et le patron de la data du gouvernement français, l'ex-patron, je pense qu'il est parti, et qui parle de cet âge de multitude, c'est-à-dire la multitude, on n'est plus dans le top-down. Quand vous êtes un incubateur ou un accélérateur, il y a une notion de process de top-down, on fait des choses, mais dès qu'on va chercher à processer en mode hiérarchique dans un esprit d'innovation, ça ne marche pas. Toutes les boîtes, on connaît, moi personnellement, après qu'on ait vendu YesDNet, j'ai vécu 3 ans d'intégration dans une énorme société anglaise de 120 000 personnes, Caledon Wireless à l'époque. Ils nous ont racheté extrêmement cher et pourtant, j'étais patron des opérations en France, je suis devenu VP
Et de 350 personnes en France, on est passé à 20 parce qu'en fait, le top-down dans l'innovation ne fonctionne pas. Parce qu'il faut avoir une notion de cette construction communautaire qui est extrêmement forte et sur laquelle les startups d'aujourd'hui, les startups même sur les 10 dernières années, cherchent vraiment ce momentum. Alors après, il faut trouver comment le monétiser, est-ce que vous gagnez de l'argent, parce que bon, tout ça évidemment demande un peu de ressources, mais un peu de growth hacking aussi, mais c'est des sujets clés vraiment pour la réussite de la partie de création d'un écosystème impliqué. Dans la mise en place de la stratégie de follow-up, j'ai évoqué tout à l'heure sur Unreasonable ce côté entreprise. Ça, c'est un point vraiment extrêmement important. Et je pense un peu plus facile d'ailleurs à mettre en place parce qu'il est bien cadré. Il est bien cadré à la différence d'une multitude et de la création communautaire qui exigerait beaucoup plus de finesse et de subtilité sur le contenu, comment interpeller les gens par le mail, par la newsletter, etc. Là, c'est plutôt « Bonjour, je m'appelle un incubateur ou un accélérateur X ou Y. Vous venez faire un programme chez moi, c'est magnifique. Mais alors, je vous garantis un truc, c'est que après le programme, je m'engage pendant 1 an à vous décoder 15 rendez-vous avec 15 directeurs techniques de 15 meilleures boîtes en Tunisie. Paf. Discours est clair. Voilà. Et un des fonds incubateurs, accélérateurs, maintenant c'est devenu un méga fonds aux États-Unis, qui a créé les plus grosses startups que vous connaissez, les plus grosses startups mondiales. Hein, c'est de Uber à Airbnb et plein d'autres. l'IA, c'est un énorme fonds maintenant. C'est Andreessen Horowitz. Et dans la proposition de valeur d'Andreessen Horowitz post-programme ou post-investissement, c'est j'ai une équipe. On parlait tout à l'heure de RH as a service. On parlait tout à l'heure de CFO as a service. Là, eux, ils ont une équipe Sales as a service. Vous imaginez? Sales as a service, c'est-à-dire, bonjour, après le post-programme, je vous garantis que pendant 2 ans, je vous apporte les 20 meilleures boîtes américaines pour signer des contrats avec votre startup. Voilà, ça c'est la promesse. Et donc, dans cette notion de mise en place de réseau entre entreprises et startups, c'est un élément puissant pour faire le post-programme et pour faire que, d'ailleurs, c'est un peu corrélaire, hein, comme vous l'avez vu, je parlais d'Unreasonable, enfin, toute cette notion de création de contenu, de newsletter, etc., aboutit aussi à la création de valeur, je pense, entre réseau d'entreprises et start-upers. Alors, une des innovations que j'ai vues que j'ai pu mettre en place, pas d'une manière industrielle, parce qu'on a fait une quarantaine de startups pendant les 2 années et demie que j'ai géré cet accélérateur, mais là, je vous conseille vraiment de regarder ces nouveaux logiciels qu'on peut intégrer clairement dans la mécanique de l'incubateur ou de l'accélérateur et qui sont, alors c'est difficile de les qualifier en tant que tels comme ce type de fonction, mais en tout cas c'est le CRM quelque part de l'incubateur ou de l'accélérateur. C'est pas un CRM au sens classique, c'est pas un Salesforce qui va vous permettre de fabriquer des leads avec des prospects, etc. Enfin, non, c'est plutôt vraiment de créer, entre autres, une certaine dynamique que j'ai évoquée initialement dans mes propos et d'organiser jusqu'au contenu d'ailleurs, jusqu'au contenu. Et il y a quelques sociétés, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques startups qui rentrent dans cette dynamique-là. Alors, je parle d'Affinity, je parle de… Comment elle s'appelle cette startup parce que moi, j'ai mis en place Affinity. Je ne sais plus si c'est… Non, bon, c'est pas cliquable, mais bon, si vous allez sur Google et vous faites Software for Incubators, vous allez avoir
4-5 ads qui reflètent là-dessus, qui sont en demeurant sur des principes de paiement extrêmement faibles. Hein. Ce n'est pas des choses qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui permettent clairement d'avoir un follow-up, une création d'un certain nombre de follow-up de vos alumni de start-up, et qui, au demeurant aussi, permettent de faire le amont, c'est-à-dire pas le post-SSO, mais le pré et le pendant. C'est-à-dire que vous avez le call for application. Alors, je sais qu'il y a des outils gratuits. Moi-même, j'ai utilisé pas mal d'outils gratuits à l'époque pour ne pas trop investir là-dessus, mais il y a aussi ces outils qui sont d'une impressionnante qualité. Ça va jusqu'au reporting de la startup à ses investisseurs. C'est-à-dire que le service qui peut être donné là-dessus, ça peut aller faire, par exemple, que dans tous les data de la startup, au lieu que l'entrepreneur se casse la tête une fois par mois à donner du reporting de qualité à ses actionnaires, ce qui est quand même parfois cauchemardesque parce que parfois il faut courir dans tous les sens pour aller chercher son revenu à la fin du mois et il y a 1 milliard de choses à faire et parfois les équipes malheureusement sont hyper prises sur le delivery. Ce type de logiciel va être un agent sur l'IT de la startup pour cruncher les données, fabriquer et paf, balancer le truc aux actionnaires, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Nous, à notre époque, on se cassait la tête à faire des scripts sous Excel pour fabriquer des reportings et avec tout le sujet de taux d'erreur qui était derrière. Toujours dans le lien de causalité, alors ça aussi c'est un peu trending, mais quelque chose que je pense être vraiment dans le cœur de la mission d'un SSO. Un SSO fait effectivement, comme on a dit au départ, une espèce de formation, de mentorship, parfois de l'investissement, parfois un peu de contenu. Dans le contenu, il y a un sujet qui est, je pense, la formation des salariés de start-up. Alors, bon, l'idée, évidemment, n'est pas de créer encore un institut, quoique parfois il y a des incubateurs, des accélérateurs qui se mettent là-dedans. L'idée est de dire, plus vous allez connaître les start-up, plus vous allez leur délivrer un certain nombre de services après le programme d'incubation et d'accélération. Et une partie de ces services, c'est une curation des formations. Alors, pourquoi cette curation de formation? Parce qu'en fait, on est dans un monde aujourd'hui où on a compris, le Covid nous a encore mis les pieds dans le plat là-dessus, c'est que la formation physique dans des instituts, elle est hyper importante, elle est puissante, il y a de l'empathie qui se fait, et on sait bien que le lien de formation est un lien capital pour les générations futures. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé les 4-5 dernières années, que j'ai eu l'opportunité de voir, moi qui fais de la formation en code pour des réfugiés maintenant, c'est qu'en fait, l'hybridation du physique et du online est un point clé. Alors évidemment, si vous faites 100% du online, personnellement, je n'y crois pas un instant, à moins que vous êtes vraiment dans un niveau d'expertise fort. Mais en fait, cette capacité du learn to learn est devenue un enjeu clé des startups d'aujourd'hui et un enjeu clé de leurs salariés. Ce qu'on reproche d'ailleurs encore aux grandes entreprises, c'est que vous rentrez salarié dans un poste et vous évoluez, mais en fait, vous levez difficilement la tête sur votre expertise. Des acteurs du digital, par exemple, notamment Facebook, pour le citer, ont un mécanisme de faire passer des salariés d'un département à un autre qui enrichissent leur valeur. C'est-à-dire que vous pouvez être dans le marketing digital et vous allez demain passer au produit. Et ça, je trouve ça génial. En fait, c'est des mécanismes qui vous permettent de toujours apprendre et toujours être dans une dynamique d'avancer sur des sujets parfois qu'on explore, qu'on ne connaît pas. Et si vous êtes vraiment dans une start-up et vous êtes dans une dynamique d'innovation, parce que vous n'êtes pas dans un process classique, et ben, la formation, l'hybridation de la formation devient un élément clé.
Et si vous êtes un incubateur ou un accélérateur, que vous donnez les éléments de tous ces nouveaux, il y a énormément de nouveaux. Alors, je ne parle pas des MOOC, hein, parce que les MOOC, c'est encore un autre sujet, mais je parle de tous les formats de formation très digital qui ont un storytelling, qui ont un narratif qui n'a rien à voir du fait de trouver dans un MOOC une formation. Donc là, je donne un exemple. Cocoreo, bah, je pense que vous avez Open Classroom qui est connu aussi, mais il y en a plein sur le marché, soit de la formation par des films, et cette capacité à intermédier post-programme, post-votre programme, je trouve que c'est un élément très intéressant à créer de l'empathie et de la communauté dans tout le fil de ce qu'on a dit depuis le démarrage de ce pitch, qui est de dire, bah, tiens, pour un salarié, je rentre sur Cocoreo, je regarde la dynamique, j'en fais un thématique dans ma newsletter, je fais un partnership avec Cocoreo pour donner les éléments à mes startups post-programme. C'est un élément clé de fidélisation post-programme qui est vraiment puissant et que maintenant un certain nombre d'incubateurs et d'accélérateurs commencent à mettre en place. Et je peux vous dire, je suis impressionné. Moi, je reçois beaucoup de decks de startups, soit parfois pour du pur investissement, soit parfois pour conseiller et les amener à une levée de fonds. Et ben, aujourd'hui, je suis impressionné par le nombre de startups qui sont dans la formation nouvelle donne, parce qu'en fait, on sait maintenant que les 10-15 minutes de la journée qui peuvent être pas tout à fait productives, on peut apprendre en s'amusant, on peut apprendre en ayant des émotions qui n'ont rien à voir avec la formation traditionnelle que nous, on a connue, c'est-à-dire on arrive, on est dans une salle de classe avec un prof qui nous explique l'anglais ou je ne sais pas quoi. Là, on est dans une dynamique où le mindset un peu des jeunes est un mindset où il y a une bande passante dans la journée qui est captée par l'émotion digitale. Et si on arrive au bon moment avec les bons formats, bah, la formation elle est percutante, elle nourrit la personne sans qu'on y passe 3 heures dans la journée. Donc, cette dynamique de la formation pour les salariés de start-up peut être vraiment un de vos vecteurs post-programme qu'il faut travailler, évidemment. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est natif, mais qu'on pourrait travailler. Alors, donc, on a fini la partie stratégie de follow-up. On arrive à comment développer sa communauté d'alumni. Tout ce que j'ai dit depuis le départ contribue, évidemment, à la communauté d'alumni, les créer, comment, voilà, tous les hooks et les tips et les éléments détaillés que j'ai fournis permettraient de développer ça. Après, on a un sujet qui est plutôt relié à... Alors ici, j'ai repris un slide pour expliquer des grandes tendances, mais dans ces grandes tendances, vous construisez votre contenu, et dans cette grande tendance, vous allez choisir des logiciels qui vous permettent de créer, au sens communauté du terme, pour interagir à cette communauté. Interagir avec 400 personnes, on ne va pas faire du mail. Faire du mail, on devient fou. Et d'abord, il faut aussi objectiver. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je récolte de la data et qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je dois créer comme bienfait pour ma communauté? Est-ce que c'est des signaux faibles qui peuvent être dans des newsletters? Est-ce que c'est effectivement faire du MailChimp en envoyant des mails? Est-ce que c'est la page Facebook percutante avec un nom qui décale et avec une interaction avec des community managers de qualité? Là, je donne 2 exemples, dont un qui me semble vraiment assez impressionnant, qui s'appelle Police. Bon, c'est un petit jeu de mots sur la police, mais c'est un logiciel open source que je vous conseille vivement d'aller voir. Donc, Police, ça a été utilisé pour donner une idée à Taïwan.
c'est assez impressionnant. Taïwan qui a vraiment a été utilisé ce logiciel au départ comme un espèce de groupe d'activistes. Là, on parle de communauté, hein, donc on ne parle pas de société, on parle de communauté. Et quand on dit communauté, ça veut dire des émotions communes, des valeurs communes, des échanges communs. Là, c'était la démocratie à Taïwan. Et je vous convie d'aller vraiment lire tous les sujets qu'au travers de Police, ils ont pu créer. Donc, c'était au départ un tout petit groupe d'activistes qui est arrivé au travers de l'usage de ce logiciel, donc de toute l'interaction au travers de ce logiciel, à créer une communauté. Et petit à petit, cette communauté est devenue tellement importante à Taïwan que le gouvernement s'est mis à discuter avec cette communauté. Et le gouvernement, au lieu d'utiliser la démocratie classique qu'on connaît très bien, qui est le Parlement, les élus, etc., a utilisé cette communauté pour créer les nouvelles lois. Donc vous imaginez le vecteur de puissance d'une communauté. Alors, c'était vous donner vraiment la perspective de la puissance d'une communauté. Ça, ce sont des logiciels. Alors, Community Canva, Guidebook, ça vous donne plutôt un guideline de comment créer sa communauté. Et Police, bon, il y en a quelques autres, hein, mais j'ai nommé Police parce que j'étais assez impressionné par la qualité, d'abord la simplicité et la qualité du logiciel, comment travailler les statistiques, comment sortir les modèles de data derrière, et de ce qu'ils en ont fait à Taïwan. Et je trouve que c'est un modèle sociétal, pas uniquement d'innovation pour les communautés de start-up, mais sociétal, assez impressionnant. Et dans tout cet âge de multitude, voilà, dont je parlais tout à l'heure, quoi de beau que de réussir à fédérer 200, 300, 1000, 10 000 personnes sans qu'on soit un footballeur connu, un acteur connu ou une chanteuse connue. C'est super impressionnant la qualité de l'interaction communautaire qu'on peut en faire, jusqu'à une dynamique qui sait révolutionner une vraie démocratie dans un pays. L'un des éléments phares du post-programme, c'est l'entrepreneur en résidence. Alors, je donne une formulation assez claire. Hein, c'est quoi un entrepreneur en résidence? On l'a utilisé un peu dans mon next job à The Camp, mais je ne trouve pas suffisamment. Alors, un entrepreneur en résidence, c'est vous êtes dans un tiers-lieu de votre incubateur ou accélérateur, et pour des raisons qui peuvent motiver un entrepreneur, typiquement vous m'appelez demain, vous me dites, bon, Sofiane, nous on fait tel et tel programme, est-ce que tu es intéressé de passer 2 semaines chez nous en résidence, c'est-à-dire que tu viens tous les jours, et en fait gratuitement, tu viens, tu fais un peu d'événementiel, tu fais un peu de formation, un peu et nous, on te fournit, je sais pas, les bureaux et on te fournit une certaine visibilité parce que tu vas avoir 50 startups qui viennent interagir avec toi. Et ça permet de créer l'événementialisation. Et du coup, ça apporte un vrai bénéfice pour les start-upers, mais ça apporte aussi un bénéfice pour l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui sont sur place, qui parfois ont vendu leur entreprise, qui aiment bien transmettre. Ça s'apparente à du mentorship augmenté, l'entrepreneur en résidence. Et ça, c'est un élément puissant. Alors, je pense que là, ah oui, ça c'était, je vous ferai passer ces slides, mais j'avais trouvé cet article qui a été modéré et curé par Scoop, qui explique vraiment les bienfaits de ce modèle et que moi je trouve vraiment hyper important et qui nourrit, au-delà du mentorship classique, qui nourrit vraiment tant les start-upers, l'incubateur, l'accélérateur, mais aussi l'entrepreneur. Parce que quoi qu'on en dise, on apprend tous les jours et c'est grâce aux nouveaux start-upers qu'on apprend. Et dans cette dynamique, il ne s'agit pas de faire du top-down,
je vous mentor, je vous donne de l'argent si je suis business angel. Il s'agit aussi de créer cette communauté où il y a une passion humaine à développer au travers de ça. Donc, je trouve que ce modèle est vraiment percutant. Aux États-Unis, ils l'utilisent beaucoup. Ils utilisent aussi beaucoup la notion de lecturer, c'est-à-dire vous avez un prof qui peut venir passer 2 jours ou 3 jours pour discuter. Donc, un prof, un entrepreneur, et ça, c'est vraiment très puissant à faire en poste. Et ce n'est pas de l'événementialisation classique, c'est-à-dire je ne viens pas pour passer 1 heure. Je viens parce que je vais passer 10 jours en disant je donne mon temps pendant 10 jours en contrepartie ce que vous pouvez proposer. Il y a plein de modèles que vous pouvez proposer. Mais en tout cas, c'est un modèle qui peut être vraiment bénéfique pour vos start-upers, pour vos programmes et pour les entrepreneurs à qui vous vendez la qualité de vie, l'échange, voire d'autres choses, c'est-à-dire la possibilité d'investir dans la start-up, par exemple, des choses comme ça. Alors, on arrive à la fin de cet échange. Enfin, pour le moment, ce n'est pas un échange, c'est un top-down, mais je voulais vous parler de quelques métriques avant d'aborder vos questions. Si tu veux, Sofiane, déjà, on leur pose, voilà, on leur donne accès au micro. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, levez la main et je vous donne, j'active vos micros. Donc, voilà, on se fait une petite pause questions-réponses avant de passer au KPI. Très bien. Donc, n'hésitez pas, il suffit de lever la main et je ferai, et je vous active les micros, ok? Merci. Désolée de t'avoir interrompu. Non, pas du tout. Je pense venir du 18 au 22 juin à Tunis. Et ici, voilà, on pourrait faire une petite session d'1 heure ou 2 aussi pour partager avec le réseau d'incubateurs et d'accélérateurs s'il y a une question, mais avec grand plaisir. Là, c'était le dernier slide. En fait, c'était pour expliquer que quand vous créez votre accélérateur ou votre incubateur, évidemment, on a tous besoin de faire réussir nos startups pendant, après, avant, etc. Bon, je ne suis pas évidemment, je suis pas du tout naïf et je ne suis pas du tout dans une dynamique de dire il n'y a pas que les métriques d'argent. Évidemment, les métriques d'argent ont une valeur, les levées de fonds ont une valeur. Alors après, je reste dubitatif quand même sur le modèle uniquement basé là-dessus. Je m'explique. En fait, quand vous avez un incubateur ou un accélérateur, la majorité de ce qu'on voit dans les métriques pour valoriser un incubateur ou un accélérateur, on arrive même à le voir dans la signature parfois des fondateurs, on dit « j'ai levé 100 millions de dollars pour les 20 startups sur les 4 années ». Bon, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis qu'il faut modérer aussi ça. Moi, j'aurais mis d'autres, clairement, et je parlais par exemple du fonds Andreessen Horowitz. Quand on dit j'ai apporté 20 clients aux startups, c'est une vraie métrique. Alors, évidemment, quand c'est drivé dès le départ par les levées de fonds, on dit j'ai levé de fonds, il y a eu 4 exits, et on sait pertinemment que sur 10 startups, il y en a 8 qui meurent, une qui moyennise et une qui sort. Donc, les statistiques ne sont pas quand même super bonnes en général. Donc, qu'est-ce qui peut valoriser les métriques de votre incubateur? Ce n'est pas uniquement, je pense, les exits ou les levées de fonds, mais là, j'évoque par exemple des notions de revenus autour des clients. Par exemple, je parle des qualités de recrutement et je parlais du RH as a service tout à l'heure. Je parlais aussi des causes sociétales que vous pouvez onboarder. Beaucoup d'entrepreneurs de cette génération sont extrêmement sensibles aujourd'hui dans leur recrutement je ne suis pas là uniquement pour fabriquer un modèle pour devenir riche. Je suis là pour probablement, l'argent est une très bonne valeur. Évidemment, personne ne la conteste. Mais je veux, dans le cadre de mon programme, fabriquer, je ne sais pas, un peu moins de pauvreté dans le monde en faisant tel et tel truc. Donc, toutes ces notions-là peuvent faire partie de vos métriques. Dans l'association des métriques, on peut regarder les sujets de l'université, de ce que j'ai appelé tout à l'heure des mentors internationaux.
ça, c'est une vraie capacité, je pense, de s'ouvrir et ne pas uniquement post-SSO, en tout cas post-programme SSO, mettre uniquement le leverage sur j'ai levé tant et j'ai fait tant d'excès. Voilà. En tout cas, merci de votre écoute. J'attends avec impatience vos questions. Merci. Alors, bien sûr, il y a eu des questions sur le groupe Facebook sur le contenu et les excellentes références qui ont été partagées. Ben, on a déjà le live qui est enregistré, on a cette vidéo enregistrée, donc on vous invite à bien noter toutes ces références, toutes ces idées d'inspiration, que ce soit pour les newsletters, mais surtout pour les références en termes de CRM, que je pense est un élément très, très important. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de gérer avec des Excel, à gérer avec des éléments qui ne nous permettent pas de prendre tout à fait conscience de notre communauté et comment on pourrait peut-être changer la manière d'interagir avec ces personnes-là. Pour ma part, c'était vraiment très intéressant. J'ai bien noté toutes les références parce que honnêtement, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup que je ne connaissais pas. Et donc, ça m'a éclairé sur plein d'éléments. J'aurais aimé écouter vos questions par rapport aux participants ici sur Zoom. Donc, si vous avez des questions, quels sont vos challenges actuels en termes d'engagement avec vos communautés? Comment vous faites déjà? Ça nous intéresse d'avoir vos retours sur les pratiques actuelles, comment vous trouvez le moyen d'engager, de fidéliser, entre guillemets, de vous faire aimer de votre communauté, que ce soit les startups, les alumni, mais aussi les mentors, les experts, etc. N'hésitez pas à partager avec nous vos idées, vos expériences, anecdotes, encore mieux. Alors, s'il y a quelqu'un qui est volontaire. Ah, Roméo. Il y a une main qui a été levée, mais rapidement elle était... Je ne vais pas vous faire la chasse, hein, les amis. Ah, il est là. Très bien. Je vais tout de suite, Roméo, vous donner le micro. Permettre de parler. Voilà. Roméo, est-ce que tu peux parler? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, du coup, oui. Donc moi, je participe à cette formation et je suis très heureux parce que c'est tout à fait dans le thème de ce que j'essaye d'instaurer donc au sein du LABES en Tunisie, de renforcer justement notre sentiment de communauté, pouvoir faire appel aux ressources qu'on a formées par le passé pour former les ressources actuelles et celles du futur. Et du coup, je travaille à l'heure actuelle sur la mise en place d'un événement régulier, un point de rencontre en fait entre alumni et incubé actuel. L'idée, c'est sur un format retour d'expérience, donc présentation par certains alumni du coup, leur expérience autour d'une problématique. Donc, initialement, j'aimerais implémenter ça autour de problématiques plutôt business, de type, je ne sais pas, levier d'acquisition en B2B, stratégie de SEO, gestion du management conflictuel ou autre sujet. Et c'est vrai que par la suite, en fait, j'aimerais beaucoup même implémenter des séries d'échanges autour de problématiques plus humaines, entre guillemets, du type être femme et entrepreneuse, être entrepreneur de l'économie sociale et solidaire et tout ce que ça implique. Donc voilà, c'est quelque chose qui est complètement en chantier à l'heure actuelle et qui devrait voir le jour, ou en tout cas démarrer en juin si tout va bien. Et donc si jamais certains d'entre vous ont des idées, surtout, moi la grande question que je me pose, c'est sur les canaux de diffusion pour justement entretenir ma communauté autour de cet événement. Donc je vais très certainement, puisque ça répond aussi au contexte tunisien, créer un groupe Facebook dédié pour faciliter l'échange autour de ces événements, pour justement définir quelles sont les problématiques qui vont être abordées, qui vont être les prochains features. Mais malgré tout, j'ai quand même un taux à l'heure actuelle de réponse donc sur les sondages que j'ai fait passer en amont qui est extrêmement bas. Du coup, si jamais vous avez des idées justement de canaux de diffusion, de communication autour d'une communauté, donc c'est vrai que c'est un point qu'on a un tout petit peu abordé aujourd'hui, et même de manière plus large, si jamais vous avez des idées, des suggestions sur l'organisation d'un tel type d'événement régulier, je suis tout à fait preneur.
Roméo, merci de cet échange. Alors, je pense que le mieux, c'est que enfin, là, j'ai pas de. Il faut qu'on passe un peu de temps ensemble pour voir un peu votre contenu et interagir et peut-être trouver des idées. Comme j'ai dit tout à l'heure, je viens du 18 au 22 à Tunis pour passer une petite semaine. Et avec grand plaisir pour peut-être que Très volontiers. on arrive à se voir dans le cadre de ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui et peut-être avoir un petit groupe de travail voilà, de quelques incubateurs qui veulent qu'on partage. Alors juste comme ça, de flair, si tu as commencé tes sondages et que tu n'as pas réussi encore à avoir un maximum de répondants voilà, ou de réponses, l'un des sujets que j'ai évoqué pendant la présentation, c'était d'être vraiment cynique ou d'être percutant sur des sujets qui peuvent déranger. Parfois, évidemment, ce n'est pas tellement pour créer de la polémique ou de la polarisation, c'est d'être un peu dans le contre-discours pour amener, mais dans le contre-discours positif. Ce n'est pas tellement pour nuire des méchancetés, mais voilà, un des sujets créatifs qui peut enabler on le sent aujourd'hui, la polarisation et les vidéos, les gens aiment bien, donc tout le monde s'y attrape. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme naming et comme valeur dans ton audience et dans ton interaction? Si c'est du contenu B2B ou du B2C, comme tu dis, il faut chercher un peu là-dedans qu'est-ce que tu veux véhiculer comme audience. Il faut travailler sur des niches, quelque part, des niches d'audience, parce que en fait, ça peut devenir viral assez vite si tu trouves le bon nom et la bonne thématique avec un vrai objectif. Il ne s'agit pas de créer un truc avec des posts mais comme tu as un vrai objectif de fédérer ton incubateur, il faut penser là-dessus. Par exemple, la notion de B2B, elle est quand même hyper large. Je prends le cas de Partech. Partech, eux, ils ont une stratégie d'investissement qui est le B2B, logiciel SaaS dans la tech. Donc, c'est super réducteur. Alors, dans le logiciel SaaS tech, tu peux leur proposer une startup de l'économie circulaire, ça ne les intéresse pas. Alors, par contre, ça ne les intéresse pas, mais comme on est dans leur communauté, ils vont te dire « Ah oui, mais ça, tu peux appeler celui-là. » Donc, en fait, je pense que plus tu définis ton objectif, ton audience, plus ensuite, alors je parlais de trucs un peu cyniques ou percutants ou radical, c'est comme ça que tu peux créer, je pense, un espèce de petite émotion, parce que bon, l'économie de l'attention, c'est là-dessus, même si ton thème est un thème très sérieux, qui peuvent être effectivement les logiciels B2B, etc. Bon, je ne suis pas sûr que j'ai contribué à ta réflexion, mais je pense qu'il serait pertinent qu'on se voit, qu'on passe peut-être un peu de temps ensemble pour peut-être que mon conseil soit un peu plus avancé. Très, très, très volontiers. Oui, je pense que la proposition de Solène va vraiment être retenue et appréciée par tous. On s'organisera un petit comité et on pourra échanger de manière libre sur les questions, sur les challenges par lesquels vous passez, donc les structures d'accompagnement actives aujourd'hui en Tunisie, vos challenges, et on essaiera de partager un peu de manière spontanée et voilà, de partager les expériences. Je pense aussi que Sofiane, ça l'intéresse d'avoir les retours de l'expérience d'un pays comme la Tunisie, qui est dans une phase un peu émergente, en tout cas du moins pour son écosystème. On est dans une phase transitoire entre very early stage en termes d'écosystème vers un état plus mature, et c'est très intéressant en fait à voir et à en être témoin. Avec grand plaisir. D'autres questions? Une autre question avant de clôturer le webinaire d'aujourd'hui? Question ou partage d'expérience, partage de challenge? Je pense que pour le moment, il n'y a pas de questions, mais on va se réserver la petite séance peut-être en visio, en présentiel. En tout cas, je sais que c'est
Beaucoup ont manifesté leur intérêt et enthousiasme de t'avoir. On est ravis d'avoir ça. Cette vidéo, donc, elle est enregistrée, elle sera visible donc, soit sur Facebook, le live, soit aussi sur le site Ins and Out Ecosystem Building. Donc, les références sont là, tout ce qui a été partagé va être disponible. Merci beaucoup pour ta générosité. Il y a une question écrite. Bonjour. Merci pour cette excellente présentation. Ce sujet intéresse aussi les SSO en cours de développement pour orienter nos réflexions. Donc, merci de nous tenir informés. Oui, bien sûr, vous faites partie de notre liste aussi. Donc, l'email sera envoyé à tous. Merci, Laila. Merci beaucoup. Donc, on vous tiendra informé de la rencontre qu'on essaiera d'organiser. Donc, vous avez dit du 17 juin. 18 on serait là au 22. 18. Okay. On va s'organiser. Bah, très très bien. Merci beaucoup à toi, Sofiane. Moi, je vous vois de temps en temps. Je tutoie. Voilà, c'est à la tunisienne. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir proposé de nous voir en présentiel pendant peut-être des jours de vacances. Donc ça, c'est super généreux. Ouais. Et merci. Merci à vous les spectateurs, les participants d'avoir été là. On compte sur votre présence si on va en faire le présentiel et de préparer vos questions et vos histoires que vous souhaitez partager avec nous. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et voilà, à la prochaine fois. Nous, on aura encore un webinaire le 3 juin, le prochain. Donc, on vous tiendra au jus. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Merci, bonne journée.